Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue que vous soyez en physique ici avec nous ou que vous soyez en visio. Nous allons donc nous intéresser pendant cette table ronde aux leviers d'innovation pour réussir la décarbonation de la région des Pays de la Loire. Alors avant de commencer, un double merci. Merci à l'association Équilibre des énergies d'organiser cette manifestation et merci au Crédit Agricole qui nous accueille ici sur son campus. Au menu, nous allons profiter dans un premier temps des prises de parole de plusieurs acteurs régionaux majeurs sur ces enjeux de la décarbonation. Et puis, il y aura une large place qui sera accordée à vos questions de la salle et des questions en visio que vous pouvez commencer à envoyer dès maintenant sur le fil. Voilà, on consacrera une large place à vos questions, ce qui permettra d'enclencher aussi le débat. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Brice Lalonde. Bonjour et merci d'être parmi nous. Vous êtes président de l'association Équilibre des énergies, vous avez été ministre de l'Environnement, secrétaire général adjoint de l'ONU et ambassadeur des négociations internationales sur le climat. Alors pour vous, une transition énergétique réussie, ça combine évidemment, alors en France et pour les territoires, on va rester sur l'échelon français et territorial, c'est une transition qui combinera évidemment prospérité économique et neutralité climatique et qui reposera sur le développement des énergies décarbonées, y compris le nucléaire. Alors, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur votre vision d'une feuille de route de transition énergétique réussie pour la France et pour les territoires. Voilà, quelles sont vos préconisations et les leviers à actionner? Alors, avant de commencer cette discussion, on se disait, mais il y a eu beaucoup d'études, et il y a toujours beaucoup d'études, et des chiffres sans arrêt. C'est le moment d'agir peut-être, hein, c'est ça la question principale à mon avis. Et ce qui m'intéresse moi, c'est de convaincre mes concitoyens, mes amis, les militants de l'environnement, que la décarbonation, qui est en effet l'axe majeur de la lutte contre le changement climatique, c'est une aventure industrielle. C'est un gros effort. Il faut produire des électrolyseurs, il faut produire des batteries, il faut des métaux pour ces batteries. Tout ça, c'est un effort et ça va consommer de l'énergie. Et donc, ce qui est assez frappant, c'est que on est entouré de personnes de très bonne volonté qui nous disent, la lutte contre le changement climatique, ça consiste à consommer de moins en moins. Quasiment, on va réduire de moitié la consommation d'énergie, puis petit à petit, on va vivre sobrement, et puis ça va être impeccable. Malheureusement, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et même quand on voit dans les régions, ou même en France, ou à l'échelle européenne, la consommation d'énergie, c'est très difficile de la faire baisser. C'est pas si simple que ça, quoi. Et donc, la question la plus importante, c'est pas réellement de diminuer jusqu'à zéro, c'est de changer le vecteur et la source de l'énergie. Donc, la décarbonation, c'est très simple, hein, c'est les vecteurs décarbonés, il y a d'abord l'électricité, bien entendu. Donc, le premier effort à faire, c'est d'électrifier tout ce qu'on peut électrifier sans que ça pose trop de problèmes à la production, disons. Donc, on commence avec les voitures. Et les voitures, on pourra en parler après. Avant-hier, nous avons discuté avec Volkswagen. C'est incroyable quand on voit d'abord, ils vont mettre 80 milliards d'euros sur l'électrification. En 2035, ils sont prêts. Hein, le Parlement vient de voter pour raccourcir encore le passage aux véhicules électriques. Ils sont en train de tout faire, non seulement la voiture, mais également dans leur tête. Tout ça, ça va arriver à une situation où la voiture sera autonome, elle se conduira toute seule, donc avec des données considérables, et elle participera à un écosystème avec des routes intelligentes. Elle fera presque vos courses, si je puis dire, la voiture, etc. Donc il faut bien voir, si vous voulez, la projection de ces boîtes, extrêmement importantes. C'est le premier constructeur mondial quand même. C'est incroyable les services qu'ils sont en train d'inventer avec la mobilité. Donc, en effet, c'est de la mobilité, c'est pas simplement des voitures. Ils ont racheté Europcar, mais c'est incroyable, quoi. Donc, si vous voulez, on voit progresser ce que ça signifie réellement. L'électrification de la voiture, c'est un chantier absolument considérable. Et donc, il faut que dans les pays de Loire,
quand on arrive des embouteillages de l'heure de pointe, si vous voulez, il y a un très grand décalage entre ce qu'on vit aujourd'hui et la vision des patrons de Volkswagen, comment ça va être en 2030, en 2040, c'est complètement différent, quoi. Donc, électrifier, ce qu'on peut faire, et pour les voitures, c'est un effort majeur. Notamment, il faut mettre des bornes de recharge partout. Alors ça, c'est toute une affaire. Les bornes de recharge, il faut que ça fonctionne, il faut qu'elles soient bidirectionnelles, il faut que ça fonctionne avec l'écosystème général du réseau électrique, etc., etc. Donc, c'est l'avenir. C'est un effort gigantesque ici aussi, quoi. Hein. Et puis, à côté de l'électricité, donc, la chaleur, c'est quand même assez simple. Les réseaux de chaleur, les villes s'y mettent. Hein, toutes les villes de la région, ils ont toutes des plans, donc c'est quand même, ça c'est en route. Hein. Simplement, les réseaux de chaleur, il faut obliger les gens à se raccorder parce que jusqu'à présent, c'était un tout petit peu facultatif, quoi. Donc non, il faut y aller, etc. Et puis c'est l'hydrogène, mais l'hydrogène et c'est ce qu'on appelle les SAF. Ah, les SAF. Alors ça, c'est pour vous. Les SAF, ce sont les Sustainable Aviation Fuels. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est l'avenir. Ça permet aux avions donc de voler avec des carburants de synthèse. Et ces carburants de synthèse, comment ils sont fabriqués? Ils sont fabriqués à base d'hydrogène. Donc, il faut produire de l'hydrogène, pas pour tous les jours, de l'hydrogène pour l'industrie, et avec du CO2. Ah, le CO2. Ben, notre problème, c'est le CO2, mais c'est aussi la solution. Parce que du coup, ça va devenir une ressource. Donc, il faut récupérer le CO2. Et ici, dans cette région, on a un port, le port de Nantes-Saint-Nazaire. Ben, quand même, il est drôlement carboné, ce port, hein, puisqu'il y a à la fois le GNL. Donc, le GNL, c'est en ce moment un acteur très important, le GNL. Tout le monde nous dit, ah la merde, il faut plus de terminaux pour faire venir le gaz de schiste américain, liquéfié, à cause de la situation qu'on connaît. Donc, il faut savoir si tout ce qu'on construit, tous ces terminaux, les Allemands, ils en ont pas. Donc, ils sont en train de les construire à toute vitesse, des terminaux flottants, un peu comme à Montoire. On a modernisé Montoire, donc voilà. On est prêt à en recevoir aussi. Est-ce que c'est une très bonne idée d'aller chercher du GNL américain de schiste? Peut-être pas pour le climat quand même, parce que le problème du gaz, c'est sa fuite. Le gaz, c'est quand même beaucoup mieux que le charbon, mais quand il fuit, c'est très très mauvais. C'est extrêmement réchauffant. Donc, et les fuites, il y en a énormément. Malheureusement, il y en a trop, quoi. Et les grands gaziers s'engagent, heureusement, à dire on va réduire les fuites, les compresseurs, par exemple, etc. Donc ça, c'est bien, mais voilà la situation. Ce port est très carboné. Il y a une raffinerie, il y a même un peu de charbon, je crois. Hein, bon, et donc à la raffinerie, il y a du CO2. Il y a une cimenterie, il y a du CO2. Ça envoie du CO2. Eh ben, ce CO2, il faut le récupérer, il faut le garder. Et avec le CO2 et l'hydrogène, on peut faire des carburants de synthèse. Et je vous signale qu'en discutant avec Volkswagen, ils le font, ils commencent à le faire. Donc, si vous voulez, c'est quand même intéressant. Et donc, pour une région comme ici, qui est tellement, comment dirais-je, committed, qui veut absolument, tellement engagé, merci beaucoup, dans la lutte contre le changement climatique, eh ben, il y a des choses encore à faire qui relèvent largement de grands acteurs industriels aussi, quoi. Je sais que la région soutient un projet d'hydrogène renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre analyse sur ce projet régional et puis sur l'hydrogène dans le futur mix énergétique? Et donc l'hydrogène, il faut le produire. Donc c'est comme l'électricité. Hein. C'est pour ça que la décarbonation, ça va coûter aussi cher en énergie, parce qu'il faut produire ces vecteurs qui n'existent pas dans la nature, donc il faut les produire. L'hydrogène, il y a un peu une manie, hein, en ce moment, il y a un emballement un petit peu pour l'hydrogène, et surtout d'ailleurs en Allemagne, ils disent, ah ben on va importer de l'hydrogène. Donc, pour le port de Saint-Nazaire-Nantes, il faut voir ce qui se passe à Rotterdam et à Hambourg. Parce que eux, ils sont en train de s'équiper pour faire venir de l'hydrogène. Parce que, alors, est-ce que c'est sérieux? Enfin, en tous les cas, ils y croient dur comme fer, hein, il y a qu'à voir. Et ils veulent l'importer du Maroc, du Botswana, enfin, avec l'idée que là-bas, il y a beaucoup de soleil, et donc on va pouvoir électrolyser l'eau et on pourra faire de l'hydrogène. Je pense que c'est un petit peu un mirage, mais l'hydrogène, on en aura de toute manière besoin. Voilà, on en aura besoin, mais on n'en a pas besoin pour les bagnoles particulières, je crois pas. C'est tellement plus simple d'avoir de l'électricité. Il y en a partout de l'électricité, il y a des prises partout. Le rendement est parfait. Si vous faites de l'hydrogène, vous perdez énormément. Les rendements sont quand même problématiques, quoi. Donc l'hydrogène, c'est surtout pour
l'industrie, mais ça peut aussi servir pour le transport lourd. Tous les camions qu'on voit, certaines grandes pistes, certaines grandes autoroutes, on peut les équiper. À ce moment-là, c'est un effort pour les grands axes transeuropéens, pour les camions, pour éventuellement les motrices, là où il n'y a pas de caténaire, etc. Voilà. Mais de voir un avenir 100% hydrogène, tout ça, non, j'y crois pas. Nous sommes en Pays de la Loire. Quel est, d'après vous, quel peut être le rôle des régions dans la transition énergétique? Il est capital, alors. C'est pour ça qu'on est là, et c'est pour discuter avec vous, vous les acteurs industriels régionaux. Les élus, les régions, d'abord, elles ont surtout la main sur les usages de l'énergie, et notamment, elles ont la main sur les transports. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. À l'EOP, je ne sais pas comment c'est comme ça. Il y a, dans les villes, notamment, les régions aussi organisent les TER, etc. Donc, les régions ont un rôle très important pour aménager l'urbanisme, les transports, etc. Alors, il y a des rêves, à mon avis, qui sont un peu excessifs, c'est-à-dire on va faire des régions à énergie positive. La région va tout d'un coup se transformer en producteur d'énergie et elle en produira plus qu'est-ce qu'elle consomme. Ça, c'est très très difficile, ça, pour le coup. Et je pense que on est quand même dans un monde avec la solidarité nationale. Il y a des régions qui peuvent se spécialiser plus dans une direction ou telle autre. Il fut un temps, avant que l'électricité soit péréquée, et avant que ce soit le même prix partout, on en produisait davantage dans les montagnes. Et vous aviez toute une industrie à la sortie des montagnes, à Lannemezan ou ailleurs, grâce à l'énergie électrique sortie des chutes. Donc, il y a des régions qui peuvent produire plus que d'autres. Il y a des régions qui ont des centrales nucléaires. Et finalement, les autres régions sont bien contentes d'avoir de l'électricité, quoi. Voilà. Donc, n'exagérons pas. Donc, faisons un très gros effort. Chaque région, les régions s'y mettent. Mais on est aussi à la maille européenne. Et puis, si on fait venir du GNL américain, vous pouvez pas dire que la région, du coup, ne fait pas venir de l'énergie d'ailleurs, quoi. Hein. Mais est-ce que les régions pourraient avoir, ou peuvent avoir, ou ont déjà un rôle d'expérimentation? Non, mais elles ont un rôle d'action. Non, elles ont un rôle très important, bien sûr. Il y a des plans, des SRADET, tout ce que vous voulez, avec des acronymes extraordinaires. Oui, non, les régions jouent un rôle très important. Les régions sont des chefs de file. Et de plus en plus. L'État, si vous voulez, prescrit, mais l'État a de moins en moins de moyens. Les régions ont de plus en plus de moyens. Oui, les régions ont un rôle très important pour mettre en œuvre la transition. Elles ne vont pas faire du 100% et je ne pense pas d'énergie positive. Je ne pense pas. Hein. Alors je ne sais pas. Je dis ça. Je suis peut-être en train de décourager des gens là. Non. Je pense qu'il y a quand même une solidarité, que il y a des interconnexions avec toute l'Europe. Donc voilà, n'exagérons pas. Alors pour poursuivre un peu le débat, je voudrais m'intéresser à votre ouvrage. Je vous invite à le montrer parce qu'il est proche de vous. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi de vous déranger. Je suis pas venu pour vendre le bouquin. Hein. Non, mais simplement, ce qui est intéressant, évidemment, c'est... Oui. Alors je vous invite à le lire. Sur le fond et sur la forme, le style est très enlevé. On apprend énormément de choses. Excusez-moi de vous déranger. Alors ce serait intéressant d'ailleurs de savoir qui vous dérangez. Ouais. On a la réponse quand même un peu en lisant le livre. Pourquoi vous avez écrit ce livre dans la période actuelle? On a eu les rapports du GIEC, on a eu des COP, une série de COP dont vous parlez dans l'ouvrage, on a eu l'accord de Paris. Vous publiez cet ouvrage maintenant qui livre à la fois votre parcours et vos analyses. Pourquoi vous l'avez écrit maintenant? Parce qu'on était parti dans la mauvaise direction, d'après vous? Oui, exactement. Je l'ai écrit parce que, justement, vous savez que en ce moment, il y a une élection. Dans cette élection, il y a un parti qui s'appelle les Verts, et une grande partie des idées d'écologie ont été distribuées, données par ce parti. Or, je pense qu'il se trompe en partie, ce parti. Voilà, il se trompe, notamment en combattant le nucléaire, par exemple. À mon avis, c'est pas le moment de combattre le nucléaire. Il faut mieux combattre le changement climatique que le nucléaire. On en a plutôt besoin. Donc, ils sont à contretemps, à mon avis, quoi. Ensuite, ils sont dans l'idée qu'il suffit, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu cette idée que les Allemands, d'ailleurs, ont lancée. Il suffit de réduire même la Commission européenne. Allez, comment pour lutter contre le changement climatique? On va réduire de plus en plus la consommation d'énergie, on va être de plus en plus sobre, et les renouvelables suffiront,
puisqu'on aura réduit de manière considérable la consommation d'énergie. Eh ben non, je ne crois pas que ça va marcher comme ça. Donc voilà. Donc, parce que comme je le dis, la décarbonation, c'est une aventure industrielle. C'est un effort très important et il va avec la réindustrialisation du pays dont on parle, ça flotte dans l'air. En effet, on en a besoin. Notamment, je sais pas, les batteries, il faut bien les produire. On va pas les acheter uniquement aux Coréens et aux Japonais et aux Chinois. Donc on fait des gigafactories. Rien que le terme gigafactory, ça veut bien dire l'échelle importante des choses. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est qu'ils sont contre les entreprises. La discussion avec les écolos, si je puis dire, ou les verts, bah c'est les entreprises, elles sont méchantes parce qu'elles polluent et puis en plus de ça, elles exploitent, elles détruisent la nature. Mais attendez, comment voulez-vous faire la transition sans les entreprises? Impossible. Et donc au contraire, on a besoin des entreprises. Travaillons avec les entreprises. Le patron d'entreprise, c'est pas forcément un méchant homme, quoi. Je veux dire, c'est pas vrai, quoi. Il a des enfants, c'est pareil, il est préoccupé par le changement climatique. Et donc, j'essaye de dire que, écoutez, excusez-moi, moi j'ai travaillé avec les entreprises, et même quand j'étais ministre de l'Environnement, les entreprises, elles m'ont beaucoup aidé. On a travaillé, on est passé, par exemple, à l'essence sans plomb, on a fait le recyclage avec l'éco-emballage. Tout ça, ça a marché très très bien. La couche d'ozone, on a discuté avec L'Oréal et tout ça. Combien de temps il vous faut? Allez, en 2 ans, on y arrive. On discute et on le fait, on y arrive, quoi. Donc voilà. Et donc cette expérience de travail avec les entreprises, j'ai voulu la transmettre un peu en disant mais enfin vous vous plantez complètement si vous voulez y arriver sans les entreprises, je sais pas, bravo, allez-y, quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, pour dire mais non, on a besoin des entreprises, mais non, il faut produire plus, autrement on n'y arrivera pas, etc. Voilà. Nous allons donner la parole à des entreprises précisément, des entreprises implantées localement. Une petite parenthèse, effectivement, le GIEC n'est pas présent parmi nous, le GIEC Pays de la Loire, mais je vais vous présenter un peu quelques éléments de leurs travaux. Revenir simplement, donc vous nous avez parlé de moyens pour décarboner l'économie, des acteurs qui peuvent y participer. On est sur un changement climatique qui s'accélère et il y a urgence à agir, hein, c'est aussi l'objet de votre ouvrage. La température de la planète a augmenté de plus 1,09 degré depuis l'ère pré-industrielle et on a un dernier rapport du GIEC qui est quand même alarmant sur les causes et surtout les conséquences de ces phénomènes sur les sociétés humaines. Hein. Notre santé va probablement se dégrader. On va avoir des ressources en eau et en nourriture qui seront réduites. Et les experts dans le rapport dénoncent le manque d'investissement financier dans la transition énergétique. Je serais intéressée de savoir un peu comment ça se joue, tous ces enjeux dans les régions. Et pour cela, donc c'est bien Monsieur Rivolain et Monsieur Feugier qui auront la parole. Simplement, ce groupe climatique, ce groupe régional Pays de la Loire, c'est le seul, en fait, la région Pays de la Loire est la seule région qui a une déclinaison régionale du GIEC. Alors c'est un groupe qui travaille exactement de la même manière que le GIEC intergouvernemental, avec des scientifiques de la région. Il y a une vingtaine d'universitaires de toutes disciplines, hein, économie, écologie, climat, urbanisme, hydrologie, donc qui se réunissent et qui travaillent à la manière du GIEC. Ils ne produisent pas d'études nouvelles, ils rassemblent les documents qui existent sur la région pour étudier ces documents et les mettre à disposition des décideurs locaux. Ils font des synthèses, voilà, de la vulgarisation, le fameux résumé pour les décideurs, et afin d'aider les pouvoirs publics à mettre en place des actions concrètes. Des actions régionales, des COP régionales vont être organisées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui la situation des Pays de la Loire face aux défis climatiques. Alors en matière d'émissions de CO2, on y reviendra peut-être avec Monsieur Rivolain, le constat n'est pas forcément évident à dresser, mais disons la région est plutôt bonne élève sur les émissions de CO2 aujourd'hui, mais on a un développement démographique et économique de la région qui probablement va conduire à une augmentation des émissions. Donc là, il y a quelque chose, un sujet à regarder, à prendre en considération avec cette région industrielle hein, et de plein emploi dans un certain nombre de secteurs. Et puis, il y a la façade maritime, évidemment, qu'on ne peut pas ignorer. Et il faut savoir qu'une partie de la Vendée est en zone submersible. Voilà, donc ça, c'est un peu la photo climatique des Pays de la Loire. Maintenant, je me tourne vers vous, Monsieur Rivolain. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Effectivement, quelques mots pour parler des Pays de la Loire et plus précisément, enfin, donner quelques éléments d'une étude que nos chercheurs de R&D ont conduit et commencé un petit peu avant le Covid et fini avant le Covid, après le Covid, et c'est aujourd'hui pour ça qu'on en parle sur effectivement
finalement, c'est quoi les émissions de CO2 au sein d'une région comme les Pays de la Loire. Donc c'est une étude EDF c'est une étude EDF. Pays de la Loire. C'est une étude prospective, hein, donc évidemment, ça n'a pas vocation à dire que c'est ça qui va se passer, ça a vocation à aider aujourd'hui à orienter et puis prendre des décisions sur ce sujet. Et on l'a rendu public parce qu'il nous semble important de pouvoir accompagner les acteurs du territoire, donner ces éléments-là de réflexion pour modestement comme un input pour travailler sur ce sujet. Alors évidemment, quand on est EDF, finalement, et c'est un sujet un peu de complexité quand on évoque le CO2, on parle toujours avec deux casquettes. On a une casquette où évidemment on est un producteur d'électricité et on voit bien toute la place que doit jouer l'électricité décarbonée demain dans notre capacité à lutter contre le changement climatique. Et puis on a une casquette où on fournit nos clients, on accompagne les clients, on accompagne les acteurs économiques, et donc aussi de les aider à décarboner leur propre process, leur propre consommation. Donc finalement, alors cette étude, pour en donner quelques lignes, ou les grandes lignes, hein, sans faire trop long, hein, n'hésitez pas à m'interrompre, à un moment donné, c'est de regarder, en fait, en gros, on avait 33 millions de tonnes de CO2, dont une vingtaine qui sont des émissions énergétiques et le reste qui sont d'autres domaines. Alors, c'est des données un petit peu anciennes qui datent de 2016, donc ça a probablement bougé un peu, et donc on s'est attaché à regarder finalement qu'est-ce qu'on pouvait faire, quels étaient les leviers à notre main, et des leviers sans sobriété forcée, à partir de technologies existantes. Et le message d'optimisme qu'on avait envie de faire passer, c'était quand même que si on mettait un certain nombre de mesures en œuvre que je vais vous détailler, on était capable de diviser par 5 ces émissions de CO2 d'ici 2050, donc de passer de 20 millions à 5 millions. Alors certains pourront dire c'est peut-être pas suffisant, mais enfin déjà ça nous met sur les bonnes voies. Premier secteur, mais c'est toujours difficile de passer après Brice, c'est évidemment la question des transports. Les transports, c'est le premier poste d'émission de CO2 en Pays de la Loire. C'est à peu près au moment de l'étude 8 millions de tonnes, donc effectivement, et peut-être un peu plus en matière de transport routier, notamment que la moyenne nationale, parce qu'on est une région industrielle, etc. Donc le premier levier, c'est effectivement de décarboner les transports. Donc c'est finalement 3 leviers principaux qu'on imagine. Le premier, évidemment, c'est sur la mobilité légère, le basculement au véhicule électrique. Et sur le véhicule lourd, ça a été évoqué par Brice, ça peut être de l'hydrogène ou ça peut être de l'électricité directe. Je pense que en fait, le choix dépendra des progrès technologiques qui seront faits dans la capacité à produire de l'hydrogène à un prix raisonnable, de l'hydrogène décarboné. Donc, Brice Lalonde l'a expliqué, il y a quand même toute une chaîne de transformation, et donc il faut qu'on arrive à avoir quelque chose économiquement. Et de l'autre, les progrès ou pas en matière de technologie de batterie pour un stockage direct. Et donc probablement, il s'établira un compromis, un mixte de solutions électriques et hydrogène pour décarboner les transports. Il ne faut pas oublier les 2 autres leviers qui sont quand même extrêmement importants. C'est quand même probablement se déplacer moins ou se déplacer plus aussi avec des mobilités douces. Donc le télétravail évidemment est un levier. Tout ce qu'on peut faire en mobilité douce de proximité est important. Et puis dernier levier également très très important, c'est la question effectivement des transports publics, de développement et d'enrichir l'offre de transport public, une offre de transport public décarboné. Bon, voilà les 3 leviers qu'on propose sur ce secteur de transport. L'enjeu du transport public, effectivement, est majeur. Oui, après, je pense, enfin, ça c'est pas une spécificité des Pays de la Loire. Enfin, je pense qu'effectivement, on est aujourd'hui extrêmement accro, j'ai envie de le dire comme ça, à la voiture individuelle. Mais après, je pense que ça a été un peu, parce que c'est un sujet que je connais bien quand même, pour avoir travaillé dans la mobilité électrique pour EDF. Ça a été évoqué par Brice et les visions de Volkswagen. On voit bien le véhicule du futur, véhicule électrique, véhicule connecté. C'est peut-être aussi ce qui va demain nous permettre de passer finalement de la possession à l'usage. Et donc derrière, si on passe à l'usage, ça veut dire probablement moins de véhicules, plus de véhicules partagés, plus de car sharing, et donc moins de consommation aussi de ressources et de matières. Donc voilà. Donc deuxième levier ou deuxième secteur extrêmement important, c'est évidemment le secteur des bâtiments. Et donc derrière ça, c'est à la fois les bâtiments résidentiels et les bâtiments tertiaires, un petit peu l'industrie, mais surtout ces bâtiments-là. Donc l'étude, ce qu'elle met en évidence, c'est qu'évidemment il faut renforcer l'isolation, il faut évidemment, je dirais, se débarrasser des chaudières au fioul. Enfin, je veux dire, et on a dans ce domaine-là un parc assez conséquent, notamment dans le domaine résidentiel, de chaudières au fioul avec des logements mal isolés. Et donc là, on perçoit bien qu'effectivement la pompe à chaleur est une des solutions qui va avoir toute sa place.
c'est aussi, et pour parler de nos amis gaziers, probablement, effectivement, on voit encore une part du gaz, mais probablement avec du gaz qui soit pas du gaz importé, LNG, gaz de schiste américain, mais plutôt des productions locales. Alors, avec un équilibre assez subtil à trouver, évidemment, parce que il faut que ce biogaz, il faut qu'on ait la matière première, enfin, il faut qu'on reste, parce qu'on a d'autres questions autour de l'alimentation et autres sur ce sujet-là. Et puis, ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que on s'est regardé, est-ce qu'il fallait faire que des bâtiments très basse consommation, voire énergie positive, dont elle est très très loin dans l'isolation. Finalement, ce qu'ont mis en évidence nos chercheurs, c'est qu'il valait peut-être isoler peut-être un peu moins et basculer sur de la pompe à chaleur que d'aller chercher à tout prix une isolation extrêmement poussée et très coûteuse. Donc voilà, c'est un élément d'éclairage. Troisième secteur, c'est évidemment la production. Pardon. Quel est le gain là que vous estimez, le gain en termes d'émissions notamment sur ce poste-là? Alors, je ne me rappelle plus les chiffres, mais je vais vous trouver la réponse, parce que j'ai mes anti-sèches. Moi, j'avais noté 400 millions, mais si. je voudrais vérifier alors ça, avec vous. Le gain financier, c'est-à-dire que, alors ça, c'est le gain financier, c'est qu'effectivement de dire que entre une stratégie d'isolation où on met tous les bâtiments à des niveaux BBC versus on isole un peu moins, on pense que c'est à peu près, c'était avant d'ailleurs l'inflation, avant les nouveaux prix des matériaux, et on pensait qu'on pouvait économiser à peu près effectivement 400 millions d'euros en matière d'investissement sur le sujet par rapport à cette situation. C'est-à-dire que il y a quand même, on nous dit, nos militants favoris nous disent, il faut absolument que ce soit une isolation absolument complète, générale, machin. Et il y a eu des discussions homériques au Parlement pour trouver des adjectifs encore plus forts que global, intégral, enfin bon, ouais. Et c'est un peu une erreur, quoi. C'est un peu une erreur, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller vite et pas que ce soit le mieux étant l'ennemi du bien. Et tout de suite, on va abaisser les émissions de manière très importante, plutôt que de vouloir une perfection qui ne pourra se faire que sur un nombre extrêmement réduit de logements. Et on voit bien que ça a commencé comme ça. Le nombre de logements rénovés, parfaitement globalement, tout ce que vous voulez, il y en a très peu. En revanche, il y a beaucoup de gens avec des gestes qui sont peut-être partiels, mais ça commence déjà par réduire rapidement. Alors tout à fait. Alors ce que nous on essaye de pousser ici dans la région, c'est aussi des opérations un peu groupées de rénovation des logements, parce que c'est aussi un moyen finalement, si on le fait dans un même quartier, dans un même périmètre, d'abaisser un certain nombre de coûts. Et donc il y a Olivier Caron là qui est dans la salle, qui travaille sur ce sujet-là avec un certain nombre de collectivités. Suite à la présentation de ces études, ça donne des idées aux collectivités d'action, et ils ont des leviers financiers. Et si on peut en plus travailler, ça permet d'accélérer. Sur ce secteur du bâtiment, le dernier sujet, mais c'est effectivement la question des raccordements au réseau de chaleur, sur des réseaux de chaleur qui eux-mêmes sont alimentés par des chaudières biomasse et autres. Donc là aussi, il y a une accélération à avoir. Il y a différents projets de réseaux de chaleur sur le territoire, dont un certain nombre portés par notre filiale Dalkia. En l'occurrence, ces leviers là que vous mentionnez, ils vont nécessiter, et Brice Lalonde l'a mentionné, de l'énergie décarbonée. Dans la région, qu'est-ce que vous avez identifié? Qu'est-ce qu'on pourrait valoriser comme vecteur énergétique décarboné? Alors on vient effectivement au troisième secteur, ce qui est effectivement la production d'électricité. Donc aujourd'hui, on n'est pas complètement exemplaire. Effectivement, on a on a la dernière centrale charbon de France, donc il y a un travail à faire sur ça. Mais on a aussi, je pense qu'il faut le souligner, le premier parc éolien offshore français, avec une actualité quand même récente, puisque la première éolienne a été Champagne. posée le 1er avril, et c'est pas une joke. Et la semaine dernière, notre filiale EDF Renouvelable a communiqué sur le fait que les premiers mégawattheures, vendredi dernier, les premiers mégawattheures de la première éolienne avaient été injectés sur le réseau. Et donc ça, c'est une belle première française. Et donc la mise en service de ce parc, quand même 80 éoliennes, 480 mégawatts de puissance, elle est complètement dans les clous, et on aura ce parc pleinement opérationnel pour l'hiver prochain. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'étude met en évidence qu'effectivement les régions de la Pays de la Loire, avec sa façade maritime atlantique, dispose d'un beau gisement sur l'éolien offshore. Donc c'est un des gisements sur lequel il faut continuer à travailler. Je rappelle que à l'échelle nationale, je parle sous couvert de Brice, c'est une cinquantaine de parcs. En tout cas, j'ai vu notre ministre réagir quand on a vu les premiers mégawatts. Elle a dit c'est le premier, mais je crois qu'il en faut 50 d'ici 2050. Et évidemment, dans les Pays de la Loire, on a la capacité d'en accueillir. Il y a un de nos concurrents qui développe un autre parc sur les lieux de Manquier, avec aussi en perspective la question de l'éolien flottant qui permettra. Il y a évidemment l'éolien terrestre. Alors on voit bien un petit peu qu'il y a un peu de limite, qu'il y a un peu plus de difficultés, mais il y a un potentiel d'éolien terrestre. Il y a des travaux qui sont en cours également pour faire du repowering de parcs existants.
Donc, à côté de l'éolien, évidemment, le photovoltaïque. Le photovoltaïque sous ses différentes formes, les centrales au sol. On en a plusieurs projets qui doivent être mis en service cette année, avec toujours la question de l'attention portée au foncier, parce que évidemment, il ne faudrait pas que pour l'énergie, après, on déplace le problème sur l'agriculture. Donc, on en a qui vont démarrer sur des anciennes carrières, on en a d'autres qui vont démarrer sur une ancienne décharge de centrales photovoltaïques qui vont démarrer avant la fin de l'année. Et puis, évidemment, tout ce qui concerne le solaire en toiture, auprès de nos partenaires. Alors, l'Union européenne, on y est pour quelque chose, parce qu'on a beaucoup discuté avec la Commission pour dire que les maisons nouvelles, toutes les maisons nouvelles, devaient prévoir de l'installation de photovoltaïque. Donc là, effectivement, enfin, on observe une appétence évidemment extrêmement renforcée que constatent nos filiales sur ce sujet-là, sur le résidentiel, sur le tertiaire, sur l'équipement en ombrière des parkings, et un développement qui est quand même exponentiel et qui là aussi va être des éléments qui vont nous aider à contribuer à atteindre ce mix énergétique. Après, il ne faut pas se cacher, enfin, quand on regarde, il faut quand même un facteur d'accélération très très fort, c'est-à-dire que si on continue sur le rythme actuel, même avec l'accélération qu'on connaît, on ne sera pas exactement au rendez-vous 2050, donc toutes les questions quand même sur le permitting, la simplification des démarches administratives, alors c'est un certain nombre de choses qui sont promises par l'État sur ce sujet-là, sont évidemment extrêmement importantes. Sur cette question un peu du levier réglementaire finalement, puisqu'on a beaucoup parlé de levier technique, le levier réglementaire, est-ce qu'il y a des choses qui sont à la main des localités, des régions, ou est-ce que, voilà, quelles sont les répartitions des responsabilités, sur quoi la région peut agir? Sur ce sujet-là, il y a à la fois des politiques européennes, des politiques nationales et des politiques régionales. Et donc, effectivement, ça se joue à ces trois niveaux où on peut, évidemment, collectivement travailler pour permettre une forme d'accélération, l'accélération des projets, en fait. Voilà, je crois que... Je sais pas si Brice... Alors c'est justement très très compliqué parce qu'évidemment quand on dit qu'on va accélérer les procédures, ben forcément qui c'est qui va être, qui c'est qui embête dans les procédures, c'est l'environnement souvent. Et donc en effet, on est à la veille d'une discussion qui est très importante, l'accélération, la réduction de la durée des procédures. Même l'Europe s'y met en créant des zones de non-application des règles. Enfin, c'est vraiment assez frappant. Et donc c'est une question très importante. Et ça veut dire qu'il faut se préparer quand même maintenant à aller plus vite. C'est presque un gouvernement par ordonnance, presque. Attention, c'est-à-dire que le Parlement peut dire au gouvernement « je vous autorise à utiliser des ordonnances pour aller plus vite ». Donc voilà, donc il faut le savoir, il faut s'y préparer et il faut le savoir. Si on veut accélérer, on est obligé aussi d'aller un peu plus vite. Et c'est compliqué. Et regardez, par exemple, la région a dit qu'on va passer de la transition énergétique à la transition écologique. C'est-à-dire tout compris, la biodiversité, l'estuaire de la Loire, il y a eu des bagarres homériques sur l'estuaire de la Loire entre le port et les défenseurs de l'environnement, les oiseaux, les migrateurs, tout ça. Donc c'est une question difficile, il faut se préparer à ça. Effectivement, alors bon, en faisant tout ça, en fait, on restera, alors parce que quand on regarde cette étude prospective, bon, évidemment, enfin, dans la mouvance nationale, dans la mouvance des études qui ont été faites par RTE, on a une diminution très très forte du pétrole, on a du gaz qui diminue mais qui bascule progressivement au biogaz, et puis on a une montée un peu plus forte de l'électricité, notamment liée aux véhicules individuels, liés aux pompes à chaleur, etc. Pour autant, si on pousse les curseurs, c'était ça qui était intéressant dans cette étude, si on pousse les curseurs sur l'éolien, sur le photovoltaïque, on restera, et malgré tout, une région importatrice, et dépendante quelque part aussi des CNPE, des centrales nucléaires de la Loire, montrant en fait tout l'intérêt d'une solidarité nationale sur ce sujet de l'électricité. Dernier secteur, pour finir, c'est le secteur industriel. Donc, alors, côté Pays de la Loire, on a quelques grands groupes, on a Airbus, on a les Chantiers de l'Atlantique, mais on a aussi tout un tissu extrêmement important d'entreprises de taille intermédiaire, de petites entreprises. Ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est quand même que, en fait, finalement, quand on regarde l'industrie, il faut quand même pas oublier qu'il y a quatre secteurs qui représentent à peu près, si je dis pas de bêtises, 73% des émissions de CO2, qui sont évidemment les matériaux de construction, la métallurgie, et la chimie et l'agroalimentaire. Donc dans la région, on est principalement concerné surtout par l'agroalimentaire. Enfin, on est une région quand même avec une forte activité agroalimentaire. On a un peu moins d'autres, et donc là-dessus,
il faut chercher il faut pas oublier, faut garder le sens. Hein, c'est toujours pareil, c'est que 73% des émissions de ce secteur sont liées au procédé thermique. Hein. Enfin, c'est la thermique. Hein. Faut jamais oublier que c'est la thermique. Et donc derrière ça, la récupération de chaleur, la mise en place de chaudières plus performantes, de chaudières biomasse, tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là sont des facteurs d'accélération en plus de l'efficacité énergétique pour accompagner nos clients industriels sur ce sujet. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans notre deuxième casquette, c'est un de nos rôles, c'est quand même de travailler l'usage, et après, évidemment, notre métier de producteur, c'est de fournir de l'électricité. Voilà. On va reparler transport, en fait, le secteur le plus émetteur de CO2, et notamment l'aérien, 3% des émissions de gaz à effet de serre en France, avec un enjeu, parce que décarboner l'aérien, ça veut dire une transformation en profondeur. Et pour en parler, je vous présente donc Julien Feugier. Bienvenue parmi nous. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Monsieur le Président. Et merci à Eden, partenariat qui compte beaucoup pour nous. Alors, je rappellerai simplement que vous êtes Corporate Affairs Manager chez Airbus. Et donc, vous allez nous parler des solutions d'Airbus et de l'aérien pour décarboner le secteur et de votre expérience territoriale du groupe ici dans l'écosystème nantais avec 2 centres de recherche. Alors, peut-être d'abord un panorama global. Comment vous avez intégré chez Airbus la transition énergétique dans votre stratégie? Quelles sont vos étapes, votre calendrier? Effectivement, la transition énergétique, écologique, puisqu'on va aussi parler de biodiversité, c'est au cœur de la stratégie d'Airbus. C'est sa raison d'être. Alors, pourquoi je dis ça? Et je vais rebondir un peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. L'industrie doit être acteur du changement. Nous avons l'ambition d'être pionniers en la matière, parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut que les compagnies aériennes conservent ce qu'on appelle en anglais license to operate, on a besoin aujourd'hui de faire des efforts. 2, il faut bien comprendre que l'industrie c'est pas isolé du reste de la société. Si on veut garder l'engagement des salariés, si on veut miser sur l'avenir, on a cette éthique de responsabilité qui est d'amorcer le changement. On a la conviction que plus tôt on le fait, moins les efforts seront durs. Avec 2 maîtres mots, l'accélération, donc ça vous en avez parlé tous les deux, et la rupture. Alors je vais vous donner un petit peu un panorama de quelques leviers dont on dispose pour mettre en œuvre ce changement. J'en ai 50 à vous présenter. Non, je vais rester sur 5, les 5 majeurs. 1, on a fédéré en fin d'année dernière le secteur aérien au niveau mondial sur un objectif. Objectif 2050, net zéro émission. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. C'est-à-dire que non seulement c'est un objectif, un engagement sur lequel tous les acteurs doivent se plier, mais ça veut dire aussi décliner ensuite les mesures pour y parvenir. 2, les carburants durables. On en a parlé, les SAF. Et alors, excusez-moi de vous déranger, Monsieur le Président, mais je vais donner quelques petites précisions sur les carburants durables dans l'aviation. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'ici 2030 d'avoir 10% de carburant durable au niveau mondial. Ça peut paraître peu, mais il faut savoir que la consommation actuelle des avions est de l'ordre de 0,1% aujourd'hui. On est autorisé à avoir 50% de carburant durable dans un avion, théoriquement aujourd'hui, sachant qu'il y a à peu près 7, ce qu'on appelle des pathways en anglais, 7 manières de faire des carburants durables qui sont validées par les autorités pour faire voler un avion. Donc ça passe des graisses usagées, des déchets municipaux. La Rolls-Royce du carburant durable étant ce que Brice Lalonde a évoqué tout à l'heure, les carburants de synthèse qui mélangent à la fois de l'hydrogène et du CO2 que l'on capture. Donc ça, c'est une technologie qui est vraiment naissante, sur laquelle on va mettre l'accent. Mais toujours est-il qu'on a aujourd'hui la capacité de mettre des carburants durables dans les appareils. Ça implique
qu'on doit faire bouger les lignes. Ça implique qu'on a besoin des énergéticiens pour nous fournir du carburant durable, sachant qu'on est un secteur qui n'a pas beaucoup d'alternatives, contrairement à d'autres secteurs du transport. Donc ce qu'on demande aux régulateurs aussi, c'est de favoriser cet écosystème pour l'aviation. Alors, juste, je vous interromps parce que ça, c'est une question aussi très importante, une question politique. C'est, pour l'instant, en attendant les carburants dont je parlais, là, de synthèse, qui coûtent cher, enfin, on y arrivera, on est obligé. On a des choses qui viennent de la biomasse, hein, des graisses, tout ça. Mais la biomasse, elle n'est pas infinie. Et donc, il faudrait savoir quelles sont les priorités pour l'utilisation de la biomasse. Alors, comme vous venez de le dire, l'aviation, elle est obligée d'avoir des carburants liquides. On ne peut pas en sortir, il faut des carburants liquides. Elle ne peut pas faire un feu de bois là pour décoller, il faut vraiment que ce soit des carburants liquides. Et donc, est-ce qu'il y a une priorité pour l'aviation dans la politique de la biomasse? Non, il n'y en a pas. La biomasse, c'est que le premier qui se sert, il a raison, quoi, grosso modo. Et donc, on fait du biogaz, on fait des tas de choses qui marchent, hein, et tout ça. Mais ce qu'il faudrait, c'est du carburant liquide. C'est surtout ça qu'il faudrait pour l'aviation. Donc, voilà. Et bon, à part ça, on pourra revenir après au biogaz, hein, parce qu'on a oublié d'en parler, mais notamment, je pense qu'il y a les grands chantiers de l'Atlantique et les grands navires de croisière, ils pourraient fonctionner au gaz, ça serait pas plus mal. Moi, je vous rends la parole en disant, il faut une politique de la biomasse, savoir exactement quelle est la ressource, on ne sait pas. Les estimations de biomasse en France, ressources disponibles, varient d'un facteur 10. Voilà, les estimations d'un facteur 10. Donc, il faudrait quand même savoir où on en est et savoir quelle est la priorité pour l'usage de la biomasse. Voilà, je vous rends la parole. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, on a besoin, pour faire bouger cet écosystème, donc des décideurs politiques qui mettent en place des carottes, hein, pour faire en sorte que les énergéticiens aient un intérêt et voient qu'il y a une demande, qu'il y a une demande réelle. Donc ça, aux États-Unis, c'est la marche qui est préconisée par le président Biden en ce moment. Au niveau européen, on est également dans cette dynamique-là de carottes. On a aussi le bâton, qui est le mandat, qui est une obligation sur les émetteurs de carburant pour fournir une proportion suffisante de carburant durable pour l'aviation dans les années à venir. Donc il y a des obligations, ce qu'on appelle des mandats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. D'accord ? Troisième levier, c'est l'amélioration continue de nos appareils. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a toujours mis l'accent, hein, puisqu'il faut savoir que le carburant, c'est une composante déterminante des coûts des compagnies aériennes. C'est à peu près de l'ordre de 25%. Donc, plus on améliore l'efficacité de nos produits, il y a un avantage, un gain pour tout le monde. Sachant qu'aujourd'hui, les appareils de nouvelle génération présentent un gain d'efficacité à peu près de 20%. C'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup sur le renouvellement des flottes, sachant qu'à peu près 20% de la flotte actuelle, c'est à peu près 24 000 appareils et de nouvelle génération. Donc il y a encore un potentiel pour améliorer tout ça. Quatrième point, l'optimisation des trajectoires et des flux des opérations. Donc ça, par exemple, au niveau européen, on a beaucoup milité pour la création d'un ciel unique européen. On ne sait pas toujours, mais chaque État est souverain sur son espace aérien et les règles qui sont afférentes à leurs espaces ne sont pas toujours harmonisées. Hein, ça veut dire qu'un appareil qui vole de Rome à Londres va avoir plusieurs escaliers, ce qui va impliquer du gaspillage de kérosène. Enfin, la rupture, c'est l'hydrogène. Donc vous avez certainement entendu qu'Airbus avait annoncé sa décision de lancer un avion à hydrogène, ce qui, en termes d'innovation et de recherche, est absolument gigantesque. Je fais de la publicité un peu pour équilibrer les énergies parce que on a beaucoup travaillé sur l'aviation, donc on a sorti un numéro spécial, si je puis dire, sur l'aviation et tout ce qui s'y passe. L'idée générale, c'était que, vous savez, on trouve toujours des boucs émissaires.
Alors le changement climatique, il y a plein de boucs émissaires. Alors c'est au choix, quoi. Hein. Alors il y a les cimenteries, hein, c'est un bouc émissaire, ça fait 3%. Il y a l'avion, c'est un bouc émissaire, bah, évidemment. Il y a le numérique, oh là là, les ordinateurs, la vidéo, enfin bon, beaucoup de boucs émissaires. Et donc à chaque fois, nous, on essaye de dire, bah, il n'y a pas de bouc émissaire, il y a un effort général à faire, quoi. Et l'aviation, bon, bah, c'est un peu difficile pour le Brésil, pour les États-Unis, pour le Canada, pour l'Europe, pour l'Indonésie de se passer d'avion, quoi. Alors, je vous propose vous avez parlé d'aviation durable, d'avions zéro émission nette, d'avions à l'hydrogène. Pour ça, il faut de la recherche, hein, vous l'avez dit. Donc, il faut des financements, il faut des centres de recherche. Vous en avez créé 2, Airbus en a créé 2 dans la région. Est-ce que vous pouvez nous parler de leurs objectifs, de l'un et de l'autre, et des objectifs qui sont fixés? Oui, alors pour rappel, notre assise en Pays de la Loire ne date pas d'hier. Hein. Vous savez que la Loire a une tradition aéronautique très forte. L'an prochain, je crois, oui, l'an prochain, on va fêter le centenaire de la première usine à Saint-Nazaire, dans le domaine aéronautique. Donc, on a fait le pari de miser sur la Loire, non seulement par cette histoire très riche, mais aussi parce qu'elle a démontré son savoir-faire dans le domaine notamment des aérostructures. Donc ça, c'est Airbus Atlantique, société qui a été finalement consolidée en début d'année, qui représente à peu près 7000 employés sur 5 pays, dont 3500 en Pays de la Loire. D'accord ? Airbus Atlantique, donc les aérostructures qui sont un peu les pièces régaliennes d'un avion, hein, si vous voulez. Dans cet écosystème-là, nous avons le Technocentre, qui est un peu une pépite technologie, une plateforme, qui est en termes de salariés pas très très nombreuse, mais c'est l'excellence du savoir-faire régional et même international, puisqu'on a les 40 meilleurs compagnons d'Airbus Atlantique qui ont été sélectionnés pour faire partie de cette aventure, et qui travaillent sur le caisson central de l'avion. Alors le caisson central, c'est ce qui fait la jonction entre la voilure et le fuselage, hein, le tube. Ils ont réussi à développer un caisson central en une pièce en composite, alors que jusqu'à il y a peu, en fait, on avait besoin de 5 pièces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous diminuez les points de fixation, donc vous diminuez vous améliorez les gains de masse de l'ordre de 20%, et les coûts aussi. Mais si vous diminuez les gains de masse, ça devient intéressant pour l'hydrogène, parce que le vecteur de l'hydrogène, dont vous l'avez rappelé, nous l'utilisons sous forme liquide, très peu dense, mais avec une forte volumétrie. Du coup, tout ce qui peut nous faire gagner en masse sur un appareil dans la conception de cet avion à hydrogène sera un atout majeur. Alors, on le recycle, et vous savez que j'ai appris ça. Mais non, c'est même pas que j'ai appris, c'est que je suis en train de travailler sur non seulement le recyclage, mais aussi l'utilisation des chutes du composite pour le prochain NIMOCA, dont je ne dirai pas encore le nom, mais qui fera la course du Vendée Globe en 2024. Super. Monsieur Alors, Rivolin, ce composite, c'est aussi le problème des pales des éoliennes. Monsieur Rivolin apparemment veut réagir aussi. Puis oui, enfin, je voulais intervenir sur 2 points sur ce sujet. C'est que nous n'avons pas vocation au sein d'EDF à être un fabricant de e-fuel demain. Enfin, je pense que c'est assez loin de nos métiers. En revanche, on voit bien que tous ces carburants de synthèse, etc., auront besoin de beaucoup d'électricité. Et donc, au titre de notre R&D, au titre de nos études prospectives, au titre de l'accompagnement de nos clients, évidemment, on regarde ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire en matière de production d'électricité ? Parce que même quand on prend le rapport du RTE, je suis pas certain aujourd'hui que ces besoins-là aient été complètement intégrés. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille. On travaille d'ailleurs en partenariat avec Airbus sur ces thématiques-là, où on réfléchit ensemble. Et je voulais signaler, parce que j'ai vu Brice tout à l'heure faire un peu de pub pour Eden, c'est qu'il y a un événement local quand même ici, hein, qui est le vendredi 3 juillet à Pornic, hein, qui s'appelle Les Ailes Bleues, dans lequel il y aura une conférence spécifique sur le 1er juillet, je dis une bêtise, excusez-moi. Mais il y a des gens dans la salle qui me rappellent. 1er juillet à Pornic à 18h30, si je dis pas de bêtises. Auquel on participera aux côtés d'Airbus. Et
Et pour répondre à la question aussi de l'IMOCA, alors l'IMOCA c'est un voilier du vent des globes, il y a quelqu'un d'assez intéressant qui est Raphaël Dinelli, qui a participé plusieurs fois au Vendée Globe et qui est aussi un pilote qui travaille sur l'avion électrique, qui sera présent. Voilà, c'était un petit coup de pub. Merci beaucoup. On redonne le micro à Julien. Eh ben non, je vais reprendre sur le deuxième point régional qui me tient à cœur, qui est la sélection par Airbus de ce qu'on appelle le ZEDC, donc en anglais Zero Emission Development Center. Ça veut dire que on a décidé de sélectionner Nantes et Brême pour des raisons différentes, mais dans la conception d'un réservoir cryogénique. Parce que vous savez que l'hydrogène liquéfié doit être à moins de 153 degrés, ce qui représente un défi majeur. Alors Brême, pour sa proximité avec Ariane Group, qui ont acquis une expérience, une expertise sur l'utilisation de cet hydrogène liquéfié à très, très basse température, et Nantes pour sa spécialisation dans les composites et les structures métalliques. Donc en fait, à Nantes, on va développer un peu ce qu'on va appeler le thermos, si vous voulez, dans lequel on mettra l'hydrogène liquéfié de telle manière à ce que... c'est un défi parce que non seulement l'hydrogène liquéfié, c'est pas simple à manipuler. Il va falloir le tester en vol, donc ça va être l'objet des travaux de ce centre dans l'année à venir, pour voir de quelle manière il peut subir des pressions atmosphériques différentes, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'évaporation non plus. Donc ça, c'est sur la tablette de Nantes pour 2022-2023, parce que juste je vous rappeler que notre objectif, c'est d'avoir un gel des définitions technologiques 2027, je crois, de mémoire, et procéder à un premier vol en 2028, sachant que l'entrée en service sera pour 2035. Donc là, on est sur du court terme. Donc pour conclure, l'hydrogène, c'est un axe de rupture majeur qui arrivera en 2035, déjà sur des appareils de moyenne portée, et qu'on complémente avec des carburants durables, etc., des optimisations du trafic aérien pour arriver à l'objectif dont j'ai parlé au début, qui est la neutralité carbone en 2050. Merci beaucoup, Julien Feugier. Brice Lalonde veut réagir et puis ce sera la place aux questions. Ah oui, non, c'est juste pour une information, parce que l'hydrogène, évidemment, a un grand avenir, parce que si on ne l'utilise pas directement, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent, qui vont le brûler directement, il y a même des voitures en ce moment thermiques. On en aura besoin dans l'industrie, on en aura besoin justement pour fabriquer tous ces carburants, etc. Et donc vous avez des pays déjà qui se spécialisent, c'est parti. Et vous avez notamment les pays du Moyen-Orient qui se disent, bon ben nous, quand il n'y aura plus de pétrole, il y a quand même du soleil chez nous. Et donc on va produire de l'hydrogène. Et ils ont commencé à avoir de très gros contrats avec le Japon. Et l'Australie aussi se spécialise en disant, avec l'énergie solaire qu'on a, on en a plein, on va pouvoir électrolyser la mer, etc. Ils ont construit le premier comment on appelle ça, navire transporteur d'hydrogène, hein, donc ça y est, c'est comme des méthaniers un peu, donc ça y est, ça roule. Et l'Arabie Saoudite a décidé de transporter l'hydrogène sous forme d'ammoniac. Parce que le problème de l'hydrogène, c'est ce qu'il disait, c'est que c'est vachement ténu, l'atome est tout léger, ça s'en va facilement, c'est compliqué. Et puis s'il faut le mettre à moins 200, combien ? Moins 253 degrés, c'est compliqué. Et si c'est mélangé sous forme d'ammoniac, avec de l'azote, alors l'ammoniac, c'est pas génial, mais au moins, t'as pas besoin d'aller aussi froid, quoi, hein, donc c'est plus facile à transporter, etc. Donc il y a une grosse recherche. Et donc il faut pas que les pays de Loire soient en retard, là aussi, c'est pareil. Comment est-ce qu'on va le tripoter, cet hydrogène? Avec quoi on va le mélanger? Voilà. Alors, peut-être que c'est de gaz naturel, d'ailleurs, la meilleure manière de transporter de l'hydrogène, allez savoir, à condition qu'on sache quoi faire avec le carbone, quoi. Donc, la question de l'hydrogène sera en effet très importante, mais elle sera importante industriellement. Voilà, on en a. Alors, évidemment, il y a des petits scooters à hydrogène, de ce que vous voulez, mais c'est plus compliqué, ça. Mais ça peut se faire localement, c'est vrai, avec du bois, hein, avec du bois, on peut faire de l'hydrogène.
Alors en tout cas, on a bien vu la place de l'écosystème nantais dans toutes ces recherches et vers l'objectif de neutralité carbone en 2050. Alors je vous propose de passer à vos questions. Bonjour, merci pour vos interventions. Je suis Emmanuel Torlasco, je suis secrétaire général de l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction, l'extraction de granulats. Il y a un écosystème intéressant au Pays de la Loire, ça fait quelques fois que j'en parle. D'une part, vous avez une des cimenteries les plus intéressantes qui est Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne, qui est le ciment est émetteur de CO2 pour la production de ciment. Et aujourd'hui, les industriels investissent de l'argent pour savoir quoi faire de ce CO2. Donc ça peut être intéressant d'aller les voir directement, parce que là, vous avez une cimenterie et à Herbray qui est proche de nous, et Saint-Pierre-la-Cour qui est en plein milieu quand même des Pays de la Loire, une des plus importantes d'Europe. Un deuxième point intéressant pour produire de l'énergie, donc il y a ce CO2 qui peut vous intéresser, c'est le réseau des carrières de roches massives qui, une fois qu'elles ne sont plus exploitées, en général, peuvent, si le stage Loire-Bretagne l'autorise, mais c'est de plus en plus compliqué, devenir des réservoirs d'eau, et d'eau de très très bonne qualité, puisqu'en général, il y a un processus de dénitrification naturelle qui se fait. La plupart des anciennes carrières sont les réservoirs d'eau potable des villes. La Roche-sur-Yon, c'est une ancienne carrière. À Laval aussi, au cas où le réseau d'eau aurait un problème. Donc là, vous avez un accès aussi à l'eau qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas que la Loire ou la mer, mais il y a aussi à l'intérieur des terres, sur des projets territoriaux, on pourrait imaginer à une époque que la carrière de Bouguenais, au lieu d'être complètement remise en état par des déchets inertes non dangereux, il pourrait y avoir aussi à un moment ou un autre de l'eau de récupération d'eau pour des industriels qui sont juste à côté. La question qui reste, c'est comment produire de l'énergie qui va permettre de faire de l'hydrogène vert sur ces endroits-là. Mais voilà, il peut y avoir un maillage territorial qui peut être fait avec des industriels de proximité, et c'est souvent un des principes, je me souviens, à Rio 92, on disait les solutions sont à côté de nous. Donc c'est peut-être aussi une occasion entre industriels de discuter dans des secteurs auxquels vous n'auriez pas pensé, mais qui sont juste à côté de chez vous. Merci pour la remarque, je note, sur les cimenteries. J'ai oublié de dire qu'évidemment, il y a un écosystème régional qui est absolument clé, non seulement par les industriels comme vous, mais aussi les académiques. On est beaucoup impliqué avec l'IRT, l'Institut de recherche et de technologie Jules Verne notamment. Et c'est donc ce maillage-là qui permet de créer l'écosystème à la fois soit pour les carburants durables, soit pour l'hydrogène, qui est essentiel. On peut pas réussir seul, en fait. Sur la question de l'économie circulaire, enfin le dialogue, le maillage entre les acteurs locaux, comment imaginer des solutions de récupération entre les uns et les autres? Non, mais pas mieux. Enfin, ce que j'adhère, c'est qu'effectivement, en fait, dans cette mouvance finalement de produire local, de consommer local, qu'on applique à l'agroalimentaire, ça s'applique aussi aux questions énergétiques, et c'est clairement au sein des territoires qu'on trouvera un certain nombre d'optimums locaux, tout en ayant, et on insiste beaucoup quand même sur une solidarité nationale, voire européenne, mais bien sûr, et on travaille évidemment avec les écosystèmes d'innovation, avec l'ensemble des acteurs, pour créer des conditions favorables à l'émergence de ces solutions-là. Est-ce qu'il y a un lieu de dialogue finalement pour réunir tous les acteurs de l'écosystème, ou ce serait quelque chose, un lieu à créer Un lieu, c'est peut-être un peu prétentieux, mais il y a plusieurs lieux, et il y a des cercles comme celui-ci, et puis il y en a d'autres effectivement dans le tissu des Pays de la Loire sur lesquels on peut travailler ensemble, échanger pour débattre, émettre des idées et trouver collectivement des solutions. Sans oublier le fait que la notion d'accélération et du temps rapide est clé, parce qu'il y a une sorte de, il faut pas se leurrer, il y a une sorte de concurrence qui s'est installée aussi au niveau des régions à travers le monde. Si vous voyez ce qui se passe en Californie au niveau des carburants durables, c'est absolument fantastique. Dans les pays scandinaves, il y a une dynamique qui est extrêmement forte. On voit que notre création du centre de développement sur l'hydrogène à Nantes et à Brême, on a eu à Madrid, c'est réveillé, Bristol aussi. Enfin, voilà, il y a une sorte d'écosystème mondial dans lequel il ne faut pas non plus perdre de vue la concurrence. Et donc, il est temps d'agir. J'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur l'eau,
l'eau est un enjeu très important aussi. Et d'ailleurs, en Vendée, ils ont des problèmes aussi. Et ça commence. Je pense que toutes les idées que nous avions sur l'eau avant le changement climatique sont en train de changer. Il faut changer parce que le changement climatique change tout et change la théorie. Et les cours d'eau, comme il n'y a plus de neige dans les montagnes, ça veut dire qu'en été, la neige faisait du goutte à goutte, hein, donc il y avait toujours de l'eau. Il n'y en a plus maintenant. Et donc, en effet, il faut des retenues, ou il faut trouver un moyen de retenir l'eau. Surtout que la pluie, quand elle arrive, parce que là, c'est la sécheresse, mais la pluie, quand elle arrive, c'est pas des petites pluies, hein, attention. C'est vraiment des cataractes d'eau qui tombent tout d'un coup, quoi. Et cette eau, ensuite, elle ruisselle sur la terre qui est sèche, puis ça s'en va directement, elle devient polluée, etc. Donc, il faut trouver un moyen de garder l'eau, quoi. Comment on fait? Alors, vous nous dites, peut-être les carrières massives, parce que c'est du granit en général, et des roches cristallines, je sais pas. Oui. Oui. Ouais. D'accord. Oui. Je dis ça, les roches massives, c'est très important, c'est parce que moi je me souviens quand j'étais ministre, c'était pour arrêter les gravières. Il y avait trop de gravières dans le lit des fleuves, et il faut les arrêter, quoi. Et donc, on a remplacé les gravières par des roches massives qu'on concasse, quoi. Hein. Donc c'est plus, ça demande plus d'énergie, hein, c'est comme ça. Donc voilà. Donc en effet, la question de l'eau est très importante. On va manquer d'eau. On risque de manquer d'eau. Donc il faut trouver. Donc c'est une très bonne idée. On va regarder ça, quoi. Et la question de l'eau, c'est pas une question secondaire. Bonjour, Bertrand Herel, groupe IDEX, directeur régional sur la région centre-ouest. Monsieur Lalonde, vous avez parlé donc des réseaux de chaleur. Il faut savoir que le groupe IDEX milite tous les jours et travaille tous les jours pour gérer des réseaux de chaleur, et notamment sur la région nantaise. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une contrainte, mais justement il n'y a pas de contrainte de se raccorder au réseau de chaleur. En fait, si, on peut l'avoir, hein, c'est le classement des réseaux. Donc là, il faudrait vraiment inciter nos politiques et nos collectivités locales à vraiment inciter à classer nos réseaux. Et le deuxième élément que je voulais apporter sur les réseaux de chaleur, juste une notion budgétaire. L'ADEME, qui subventionne beaucoup ces réseaux de chaleur, hein, qui permettent justement que ces réseaux de chaleur soient viables économiquement. Parce qu'il faut savoir qu'un réseau de chaleur, il est viable à partir du moment où il y a une certaine densification de ces réseaux de chaleur. L'ADEME, c'est 300 millions d'euros par an. À titre de comparaison, l'État a déboursé 22 milliards d'euros pour bloquer les tarifs de l'électricité et du gaz. Donc, je pense que le poids du corps, il est pas bien mis en fait en France, et notamment sur les territoires, parce que les réseaux de chaleur, c'est vraiment une ressource territoriale. On l'a dit tout à l'heure, ça nous permet de nous désengager des énergies non seulement européennes, internationales, et puis même au niveau national, on peut vraiment travailler en local. Et puis, demain, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on parlait de la voiture, où on était tout seul dans une voiture. Mais demain aussi, la maison individuelle va être remise en cause. On sait que les maisons individuelles vont disparaître, ou en tout cas vont être fortement... c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Et donc, l'habitat collectif va être aussi une cible. Et donc, les réseaux de chaleur sont aussi vraiment une solution. Et je trouve que les réseaux de chaleur, aujourd'hui, ça existe depuis des années. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je trouve que le poids du corps n'est pas assez porté là-dessus. Je ne sais pas votre avis, monsieur Lalonde, là-dessus, par rapport à votre histoire. Dans nos études prospectives à Équilibre des énergies, en 2050... l'idée générale, c'est que la consommation finale d'énergie, ce sera de 50 à 60% d'électricité, et le reste, c'est de la chaleur. 40% de chaleur. Alors, il y aura un peu d'hydrogène, ça commencera, si vous voulez, pour des usages précis, et notamment industriels. Bon, puis tout ça, c'est largement vu, quoi. Hein, donc, je ne regarde pas dans les détails. La chaleur, très important, la chaleur. Comment ça se fait qu'en France, par exemple, dans le Midi, il n'y a pas de chauffe-eau solaire? Il n'y a pas de chauffe-eau solaire. C'est le truc le plus simple à faire. Toute la Méditerranée, vous avez des chauffe-eau solaires partout, sur tous les toits, etc. Ah non, en France, il n'y a pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et vous avez des grands industriels aussi, ici, dans la région. Il y a le groupe Atlantique, il y a tout ça. C'est quand même des industriels. Et
eux, ils m'ont dit qu'ils ils avaient essayé de faire des chauffe-eau solaires, ça marche pas, les gens n'achètent pas, etc. Les étrangers qui viennent, de temps en temps, ils achètent une maison chez nous, les étrangers, ils disent, bah, c'est bizarre dans mon pays. Pourquoi il n'y a pas de chauffe-eau solaire en France, et ça? Voilà. Donc, oui, pour les réseaux de chaleur, vous avez raison, donc il faut sans doute discuter avec les élus, on est tout à fait d'accord. C'est une solution extrêmement élégante. Il faudrait aussi faire du froid. Il faut faire du froid. Donc le même réseau fait du chaud en hiver et du froid quand il commence à faire très chaud, quoi. Donc il faut discuter là-dessus. Alors je vous relais une question Zoom de Emmeline Drouet pour Hervé Rivolin. Pour la mobilité lourde, les leviers électriques et hydrogène sont cités comme étant accessibles. Pourquoi ne pas citer le bio-GNV comme solution immédiate? Le Grand Ouest ayant un fort gisement au biométhane. L'étude EDF en fait-elle mention? Dans une démarche scientifique, ne faut-il pas intégrer tous les vecteurs? Oui, bien sûr. Non, mais là, j'ai fait un raccourci. Évidemment, c'est une solution existante. Hein. Après, la question essentielle, ça viendra sur le fait où est-ce que le bio-GNV, le biogaz sont les plus utiles et où est-ce que finalement... mais en fait, ça renvoie à la question que finalement, si l'homme a choisi le pétrole, c'est parce que c'était simple. Hein. Le pétrole, ça servait à tout. Hein. Ça servait de l'aviation avec des trucs légers jusqu'au bateau avec des fioul lourds. Et l'homme, d'une manière générale, est un peu économe de ses ressources, feignant, je dirais. Donc, le pétrole, c'était universel. Et je pense qu'une des vraies questions, et en tout cas pour tous nos décideurs et autres, c'est que on n'a pas une solution universelle pour remplacer le pétrole. C'est un ensemble de solutions qui vont de l'hydrogène, qui vont de l'électricité, qui vont des biogaz, et que chacune a un certain nombre d'avantages et d'atouts et plus ou moins adaptée à tel ou tel usage. Et ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de tout. Enfin, on a besoin de tout et on a un rôle, en tout cas nous énergéticiens, mais pas que, d'essayer d'éclairer ces acteurs, ces décideurs sur oui, cette solution-là, elle est mature, oui, cette solution-là, on est au passage à l'échelle industrielle et elle est particulièrement adaptée à ce secteur-là. Voilà. Pourquoi les centrales charbon sont-elles encore en fonctionnement dans les régions et comment allez-vous accompagner les salariés de ces centrales lorsqu'elles fermeront? Là, sur les centrales à charbon, il y a eu un peu de changement ces derniers temps. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que bon, déjà, effectivement, ça fait quand même un moment qu'EDF est engagé dans un plan de fermeture de ces centrales charbon. Et aujourd'hui, il y en a eu différentes. Aujourd'hui, il y a la centrale de Cordemais, qui est une centrale au charbon. Donc, d'ores et déjà, en fait, on avait prévu de faire fonctionner Cordemais l'hiver prochain et l'hiver suivant. Hein. Et pour ça, après, on est limité par un décret sur nos émissions qui nous donne, si je dis pas de bêtises, je suis pas un spécialiste, autour de 600 heures de fonctionnement. Ce qu'on observe depuis le début de l'année, c'est d'abord la crise ukrainienne, donc potentiellement une crise du gaz, moins de gaz, et puis parallèlement, et c'est pas une bonne nouvelle, un certain nombre de problèmes de corrosion un peu génériques sur une partie de notre parc nucléaire, qui est aujourd'hui donc à l'arrêt. On a aussi un ensemble de maintenances qui étaient programmées, qui ont été un peu décalées dans le temps en raison du Covid, et donc une situation équilibre offre-demande qui est un peu tendue et finalement qui nous empêche un peu de profiter pleinement de l'atout nucléaire français à un moment où les prix des énergies est élevé. Donc on aura besoin de Cordemais, on avait déjà prévu l'utiliser et il y a des discussions en cours pour regarder effectivement avec les pouvoirs publics comment est-ce qu'on pourrait utiliser probablement l'hiver prochain Cordemais un peu plus que ce qui était aujourd'hui envisagé. Après, sur la question des salariés, évidemment, enfin, je pense que le groupe EDF est un groupe qui est quand même très très engagé sur toutes ces questions-là, et qui se doit aussi, dans cette question de la transition énergétique et sur ce volet social, d'être exemplaire. Il ne s'agit pas d'être uniquement exemplaire sur la production d'électricité décarbonée, mais il s'agit d'être exemplaire aussi dans l'accompagnement. Et ce que j'ai envie de dire, cette question-là qu'on rencontre et sur laquelle il faut on fait et on fera ce qui est nécessaire, je pense pas qu'elle soit plus ardue que ce que peut rencontrer l'industrie automobile dans cette transformation, etc. Et on sait que pour réussir, on ne fait pas contre les gens, on fait avec les gens, et donc il faut qu'on trouve collectivement les moyens d'y arriver. Comme vous êtes extrêmement bien élevé, vous ne parlez pas de la fermeture de Fessenheim. C'est certain que si on n'avait pas fermé Fessenheim, on serait déjà moins embêté, quoi. Hein. Donc, sans doute, c'était une erreur. Il arrive que les politiques fassent des erreurs. Bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Mamadou Diarra, président fondateur de Harmonicar et lauréat French Tech Tremplin 2022. Voilà pour le CV. Ma question est, j'espère qu'elle n'est pas hors sujet, c'est
comment donner accès à l'acquisition de véhicules électriques aux Français, sachant que la moyenne d'âge, elle est de 11 ans et qu'elle ne cesse de vieillir chaque année. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il se vend à peu près 2 millions de véhicules neufs en France chaque année, dont plus de la moitié va directement aux entreprises, puisque ces véhicules de fonction, des véhicules de société, portés par les grandes compagnies de leasers, et quelque part viennent alimenter le marché de l'occasion, parce que en fait, les Français, ils achètent des véhicules d'occasion aujourd'hui. Alors, si on a des loueurs courte durée, tout à l'heure était évoqué Europcar racheté par le groupe Volkswagen, et ça peut être sous 6 mois et puis plutôt sous 3 à 5 ans. Le deuxième moitié, c'est 1 million de véhicules ou un peu moins d'1 million de véhicules achetés par les particuliers, dont l'âge moyen, sans parler du véhicule électrique, et si je dis pas de bêtises, est de 57 ans. Donc on voit bien quand même qu'on a aujourd'hui une question sur ce sujet-là, et que évidemment, alors en plus les gens ils achètent pas les véhicules aujourd'hui, ils achètent plus. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, vous voyez pas une campagne de publicité qui vous donne le prix du véhicule, on vous donne toujours un leasing, un loyer, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet aussi sur finalement le véhicule de demain. Quel sera-t-il? Est-ce qu'il sera pas peut-être un peu plus petit, un peu moins coûteux, avec beaucoup moins de matériaux, des batteries plus petites pour répondre aux enjeux du quotidien? Mais ce qui renvoie aussi à la fait que comment est-ce qu'on achète nos véhicules? C'est-à-dire, est-ce qu'on achète nos véhicules pour le besoin de pointe, c'est-à-dire partir en vacances en été 3 semaines avec toute la famille, et que le reste de l'année il est sous-utilisé, ou est-ce que on est plutôt dans une logique d'usage et où potentiellement on n'a pas toujours le même véhicule. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait poser la question aux spécialistes de l'automobile. Est-ce qu'on est en mesure d'installer suffisamment de bornes aux endroits adéquats pour recharger les véhicules? Je crois que ce qui est visé, c'est que ça ne doit pas dépasser 100 € par mois, le coût du véhicule, enfin un truc comme ça. Bon, et donc c'est aussi une question de gamme, c'est-à-dire que si c'est la Zoé ou la Nissan, le Leaf, etc., on s'aperçoit que ceux qui achètent les véhicules électriques, finalement, il y en a plus à la campagne que prévu, parce qu'ils peuvent laisser la voiture dans le jardin et se recharger directement à la prise de la maison toute la nuit, quoi. Et donc, au départ, on pensait que ce serait les urbains, et ben non, parce que c'est plus compliqué en ville, quoi. Et là, il faut de l'écopropriété, il y a toute une histoire compliquée pour mettre les bandes de recharge. Et les lois, la loi L'Homme, là, orientation des mobilités, a commencé à s'occuper de ça. Donc, il y a du progrès, mais pour l'instant, discussion avec Volkswagen encore, c'est quand il y aura une production massive et avec des effets d'échelle que les prix vraiment descendront, quoi. Pour ceux qui achètent des véhicules électriques, ils s'y retrouvent avec le carburant, bien entendu, parce que c'est beaucoup moins cher le carburant, quoi. L'électricité, c'est moins cher de faire le plein de son véhicule électrique. Bon, voilà où on en est, quoi. Mais c'est un enjeu aussi très important, et bon, ça se développe, hein. Le champion du monde, c'est la Norvège, hein. Et la Norvège, c'est pas difficile. Le parking est gratuit si vous avez une véhicule électrique. Vous pouvez prendre la voie de droite de l'autoroute qui est réservée aux bus. Vous pouvez aussi la prendre si vous avez une voiture électrique. Enfin, il y a eu tellement d'incitations que les gars, ils ont tous acheté des voitures électriques, hein. Donc voilà. Donc les incitations, on voit comment on peut faire, quoi, hein. Et il faut que l'électrification, on est aujourd'hui à 26% de consommation d'électricité dans les usages de l'énergie en France. Il faut passer à 60 ou 55. Ça veut dire 1% d'électrification supplémentaire par an. Compris? 1% de plus par an. Voilà. Donc il faut mesurer ce passage, quoi, à l'électrification année après année pour voir que ça marche, quoi. Et puis évidemment à la chaleur. Alors il y a aussi en effet le gaz vert. Bon, le gaz vert, je ne sais pas, pour vous dire la vérité, je ne sais pas combien on peut en faire, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Mais par exemple, on parlait de l'eau, ça fait encore un bouc émissaire, l'eau, parce que les stations d'épuration de l'eau, ça consomme beaucoup d'électricité. Mais de plus en plus, les stations d'épuration de l'eau, maintenant, elles fournissent des matériaux presque, enfin, elles fournissent de l'énergie, puisque elles font fermenter les bouts de stations d'épuration, ça fait du gaz vert, elles peuvent faire de l'hydrogène si elles veulent, elles peuvent faire de la chaleur. Vous savez que les eaux usées, c'est chaud. Les eaux usées, c'est un peu plus chaud, et donc on peut récupérer la chaleur des eaux usées.
Il y a énormément de choses. Il y a même eu Schneider Electric, pour ne pas le citer, qui a récupéré l'énergie des gens qui couraient le marathon. Tung, 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 tung. Et donc ça fait de l'énergie. Enfin, ça en fait pas beaucoup. Et il y a même des gens qui récupèrent l'énergie des vibrations des ponts, des camions qui passent sur le pont, enfin, etc. Bon, je ne sais pas si c'est anecdotique ou si ça annonce d'autres inventions ou d'autres ruptures ou innovations techniques. L'hydrogène et les questions tarifaires, avec une question de Stéphane Piednoir qui nous suit, qui est sénateur de Maine-et-Loire, qui est en ligne, qui pose une question sur l'acceptabilité de la transition écologique. D'une part, on sait que la production d'hydrogène vert coûte 3 à 4 fois le prix de l'hydrogène noir ou gris. Et d'autre part, la production localisée aura un impact sur le transport. Le réseau devra être davantage maillé. A-t-on une idée de l'impact tarifaire de la solution hydrogène? Sénateur, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Nous pensons que c'est la solution électrique et pour l'instant plus simple à mettre en œuvre pour les transports. Hein. Et par exemple, vous avez maintenant des recherches sur les routes à induction, où vous avez par exemple comment est-ce qu'on recharge les bus ou les tramways. Bon, alors il y a des caténaires, il y a des solutions à chaque station. Et puis maintenant, si on ne va pas trop vite, on peut mettre un câble dans la chaussée et vous pouvez recharger le véhicule qui va passer sur le câble à condition que ça n'aille pas trop vite, etc. Donc toutes ces innovations, ça y est, les gens travaillent dessus, donc ça va arriver. Et à ce moment-là, évidemment, les solutions tarifaires seront adaptées. Mais pour rassurer ou effrayer notre correspondant, la transition à elle toute seule va coûter cher. Et il va falloir trouver des moyens de financer. Si vous construisez de nouvelles centrales nucléaires, par exemple, tout ça, il faut trouver de l'argent. Donc le financement, ça va être quelque chose qui va ressembler à la caisse de l'énergie au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu réparer la France et qu'il a fallu faire l'électrification rurale et tout ça. Donc on a inventé un système qui serait remboursé par le paiement des factures ultérieures, etc. Des tas d'innovations financières très importantes. Donc nous avons besoin d'ingénierie financière aussi, quoi. Hein. D'ailleurs, les crédits agricoles peuvent nous aider peut-être aussi là-dessus. L'appel est lancé. Julien Feugier. Oui, je pourrais peut-être compléter, monsieur le sénateur. Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle un prix à payer pour ces énergies renouvelables. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, d'après une étude très récente, dans l'aérien, les passagers sont prêts à mettre la main à la poche pour payer un petit peu le delta supplémentaire. Les jeunes en particulier sont prêts. Maintenant, il y a des options qui sont... Est-ce que vous êtes prêt à mettre un peu plus sur votre billet d'avion dès lors qu'il y a une partie de carburant durable où il y a une compensation qui est faite? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, les énergies renouvelables peuvent aussi parfois apporter de l'efficacité supplémentaire. Donc par ce biais-là, on arrive à faire descendre le prix, le premium. Troisième chose. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je me perds un peu là. Évidemment, la transition écologique nécessite des investissements de départ importants. Dans les carburants durables, il faut absolument monter en puissance au niveau mondial sur des usines délocalisées de transformation de l'énergie pour produire des carburants durables. Pour l'hydrogène, il va falloir créer des infrastructures dans les aéroports. Il va falloir créer de nouvelles infrastructures un peu partout. Ça demande des mises de fonds au départ substantielles. Maintenant, les gains, non seulement pour l'environnement, sont importants. Ça veut dire aussi que l'utilisation d'énergie renouvelable vous permet souvent de ne pas payer les taxations qui sont relatives aux énergies fossiles. Donc, par exemple, dans l'aérien, vous avez une taxation qui s'appelle en Europe ETS, Emission Trading System. On est en train de réfléchir, alors ça c'est au niveau du Parlement européen, pour stimuler l'emport d'énergie renouvelable dans l'aviation, de ne pas faire payer les compagnies aériennes qui utiliseraient ces carburants durables, par exemple. Donc, si vous voulez, le prix, finalement, il ne sera pas si élevé que ça. Donc, moi, je ne veux pas faire peur aux passagers. Je pense que le coût du transport aérien ne sera pas
beaucoup plus cher qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'on va s'engager, et on s'engage dans l'hydrogène ou dans les carburants durables. Il faut donc de l'innovation financière et tarifaire, hein, ce qu'on comprend bien. Hervé Rivolin? Oui, enfin, côté EDF, vous le savez, on est extrêmement engagé dans l'hydrogène. On a créé il y a quelques années maintenant une filiale qui s'appelle Inamix, hein, qui aujourd'hui a construit d'ailleurs en France une des premières stations hydrogène du côté d'Auxerre, hein, pour alimenter des bus. Et donc, deux éléments qui nous semblent à prendre en compte, c'est effectivement les progrès technologiques, la taille des électrolyseurs. Il y a quand même, c'est par ce travail, par le passage à l'échelle, hein, qu'on va avoir un impact assez important sur les coûts. Et puis la vision qu'on développe de l'hydrogène, parce que tout à l'heure on parlait de produire l'hydrogène en Australie et de le transporter. Enfin, pour l'instant, en tout cas en ce qui nous concerne, EDF, alors peut-être qu'on manque d'ambition, qu'on est un peu trop modeste, on a quand même une vision de produire l'hydrogène au plus près aussi des besoins et de la consommation, et donc d'être plutôt orienté sur des unités où on voit qu'il y a un besoin, et éventuellement on agrège différents besoins pour atteindre une taille critique et qui permet des économies d'échelle. Et c'est comme ça qu'il nous semble qu'il existe un chemin, mais qui reste un chemin difficile. Hein. Enfin, je veux dire, c'est important aujourd'hui que la R&D se mobilise, que l'ingénierie financière se mobilise, qu'on fasse des projets de plus en plus de taille plus importante. Et c'est tout le travail qu'on fait avec notre filiale Inamix pour trouver ce chemin. Julien Feugier, qu'est-ce qu'un carburant durable? Quelle est la définition? Parce que le terme semble être contradictoire. Alors non, ce n'est pas un oxymore. On peut le faire. Alors, un carburant durable, c'est un carburant. Alors, il y a plusieurs variétés dans les carburants durables. Hein. Il y a des carburants durables qui ont des efficacités énergétiques fortes, d'autres faibles. Le point qui est important, c'est de considérer, de comparer ce qu'on appelle le life cycle, le cycle de vie, pardon, voilà, le cycle de vie d'un carburant durable par rapport au kérosène, en l'occurrence. Et donc, si on a des carburants durables qui peuvent avoir un cycle de vie 10% plus efficient que le kérosène, mais ça, on va dire, c'est le bas de gamme, sachant qu'on s'oriente vers des carburants durables qui ont des niveaux de cycle de vie de 70, 80, 85, 90%. Alors 85%, 90%, on arrive sur les carburants durables dits de synthèse, c'est-à-dire des carburants qui ne sont pas liés à la biomasse, mais qui font appel à l'hydrogène et au CO2. Donc l'intégration du CO2 qu'on va capturer, alors soit dans l'air ou séquestrer ailleurs, on va capturer ailleurs, qu'on ajoute à l'hydrogène, fera du carburant de synthèse qui a donc ce que j'appelais tout à l'heure la Rolls-Royce du carburant durable, puisqu'il a un cycle de vie excellent, 85%, 90%. Votre compagnie a passé un accord avec Carbon Engineering à Vancouver qui capture le CO2 de l'air et le transforme en carburant pour avion. Oui, vous devez le savoir. C'est votre boîte. Alors. Absolument. Et donc on milite. Non, mais c'est vrai qu'on milite, si vous voulez, dans le bas de l'échelle, le carburant durable qui est disponible en quantité assez importante aujourd'hui sont les graisses animales ou végétales. C'est pas le haut de gamme du carburant durable, hein. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sources potentielles de carburant durable, les déchets municipaux ou autres. Sachant que pour l'aviation, on met pas le doigt sur les carburants durables qui pourraient être d'origine, alimentaire. C'est-à-dire qu'on veut pas détourner ce secteur-là pour l'aviation, hein. On a assez de sources disponibles, sachant qu'on milite pour le haut de gamme. On milite pour le haut de gamme, donc dans des enceintes internationales, pour essayer de faire en sorte que tous les pays dans le monde voient aussi leur intérêt, parce que c'est ça qui est un enjeu majeur, c'est que on va pouvoir bousculer la cartographie la cartographie des énergéticiens dans le monde. Puisque maintenant, tous les pays ont des sources de carburant durable, hein, que ce soit le Brésil, regardez, que ce soit l'Indonésie, les pays d'Asie du Sud-Est, etc. Ce qui est aussi un des objectifs de l'ONU, hein, de faire en sorte que les pays puissent
s'autonomiser dans leur approvisionnement énergétique. On n'a pas parlé du prix de l'électricité, parce qu'en fait aujourd'hui l'État a fait l'effort, sauf que l'État a pas fait l'effort pour tout le monde, parce que les industriels, eux, subissent l'évolution de l'électricité, et on sait que l'État, au vu du prix de l'électricité aujourd'hui, hein, qui atteint aujourd'hui des records, eh bien un jour ou l'autre l'État ne pourra pas couvrir cette hausse de l'électricité. Donc l'électron, oui, c'est une ressource décarbonée qui va arriver et qui de toute façon qui est inéluctable. Mais aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure de tout ce qui est chaleur fatale, qu'on peut trouver un peu partout. Et je pense que vraiment, je réinsiste, hein, vraiment, il faut indiquer que quand même l'électricité est une ressource décarbonée, mais il faut aller chercher ces chaleurs fatales, et il y en a plein. Et je pense que c'est là qu'il faut investir. Il ne faut pas oublier ça. Les centrales nucléaires, elles vont arriver. Et on a fait je pense aussi comme vous, on a fait des choix qui n'étaient pas forcément les plus judicieux. Mais ça va venir dans un second temps. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on n'utilise pas ces chaleurs fatales. On parlait de la biomasse, mais il y a plein d'autres choses. Les incinérateurs, il y a plein des industriels qui aussi émettent de la chaleur qu'on ne va pas récupérer. Et je le redis, envoyons des subventions sur ces chaleurs fatales, et n'oublions pas ces chaleurs fatales. Et des groupes comme nous. Il y a quand même un instrument extraordinaire qu'on appelle la pompe à chaleur. C'est exactement ça. Et la pompe à chaleur, elle va aller chercher de la chaleur à l'extérieur pour le rentrer à l'intérieur de la maison. C'est ça. Et donc, c'est formidable parce qu'elle a un rendement extraordinaire. Vous allez dépenser d'énergie électrique, ou gazière d'ailleurs, enfin en général c'est plutôt électrique, et vous allez récupérer 3 ou 4 d'énergie à l'extérieur, on ne peut pas faire mieux. Alors ça c'est très bien, mais ça reste encore de l'électron qui aujourd'hui est très cher. Voilà. Donc moi je milite encore une fois, je vous le dis, parce que c'est vraiment, on fait ça tous les jours, d'aller chercher, d'aller chercher. Monsieur Rivolin sur l'électron. Non mais effectivement, je l'ai dit tout à l'heure assez rapidement, je pense notamment au secteur agroalimentaire où on passe son temps à chauffer et à refroidir. Il y a évidemment, et c'est tout ce que, enfin, nos équipes commerciales en région auprès des clients, hein, si je prends la casquette accompagnement des clients, elles passent leur temps effectivement à accompagner des clients, faire des audits énergétiques. Alors ce ne sont pas les seuls acteurs qui le font, et à essayer effectivement d'optimiser cette chaîne globale. Et là où il y a de la chaleur à récupérer, avec des pompes à chaleur non pas résidentielles, mais des pompes à chaleur industrielles, éventuellement des pompes à chaleur à haute température, et d'utiliser au maximum ces potentiels énergétiques. Et oui, enfin, il faut naturellement le faire. Toute énergie, surtout si elle est disponible, est bonne à prendre. Et c'est bien l'ensemble, en fait, c'est bien l'ensemble de ces mesures qui permet d'atteindre cette neutralité carbone 2050. Enfin, il n'y a pas à faire un choix en disant moi je fais que du nucléaire ou moi je fais que du réseau de chaleur. Non, enfin je crois qu'on a besoin d'un effort collectif où il y a de la place pour tout un panel de solutions et il faut pousser les feux partout. Brice Lalonde, vous êtes critique sur la capacité à mobiliser les gisements de biomasse pour produire du biométhane et des biocarburants, mais rien sur la problématique d'importation des gisements d'uranium. L'atteinte d'une souveraineté énergétique bas carbone française ne nécessite-t-elle pas de mobiliser tous les atouts français, à savoir le fleuron nucléaire, couplé à la mobilisation des gisements de gaz renouvelables, selon vous? Je ne suis pas critique de la biomasse, je ne sais pas quel est le gisement, c'est tout, quoi. Je pense qu'il faut qu'on soit rigoureux, quoi. Donc savoir ce qu'on peut utiliser. Maintenant, vous voyez qu'en Allemagne, par exemple, on produit du déchet pour alimenter des digesteurs, donc ça devient un peu ridicule là pour le coup. Ou alors on va importer du déchet pour faire marcher le digesteur, tout ça c'est. Donc il y a des excès, quoi. Voilà, c'est tout. Donc faisons attention. Tout à l'heure, je parlais des stations d'épuration. Alors là, franchement, c'est impeccable de faire monter les boues pour faire du gaz, c'est impeccable. Donc, il y a des tas de choses où il n'y a pas de problème. Par exemple, pour les élevages ou les déjections animales, des choses de ce genre-là, là, c'est impeccable. Sur les grandes cultures, c'est plus compliqué pour le coup, parce que les grandes cultures, le carbone, on en a besoin dans les sols. Vous pourriez demander au maire du Mans, là, enfin c'est Le Foll, c'est ça, qui lui disait qu'il fallait mettre 4 pour 1000 de carbone dans les sols, parce que d'abord vous pouvez stocker le carbone, il vaut mieux le stocker que de l'envoyer dans l'air. Quand vous faites du biogaz, le carbone vous le renvoyez dans l'air quand même. Hein. Alors vous dites, c'est pas grave parce que c'était du carbone qui de toute manière a été capté par la végétation, donc c'est pas en plus. Mais enfin, il serait dans le sol, c'est pas plus mal non plus. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut arbitrer entre
là où il serait mieux dans le sol, là où on peut le rejeter, etc. Voilà, c'est tout. En tout, il faut être écolo en tout, quoi. Voilà, il faut essayer d'arbitrer, de regarder. C'est tout un système très, très compliqué. Mais en effet, utilisons toutes les ressources locales, faisons-le sérieusement. Mais alors il y a une partie de la question qui pose aussi cette question de la souveraineté énergétique entre guillemets et bon, quid des importations d'uranium? Oui, en effet, on importe l'uranium, mais bon, l'uranium. D'abord, je crois qu'il y en a. On a plusieurs années d'avance. Hein, c'est assez facile. Je crois que c'était Monsieur Trump qui nous a laissé un mauvais souvenir. Monsieur Trump, il disait moi j'aime bien le charbon parce que je vois la pile qui est devant moi. Et là, je vois avec cette pile qui fait 60 mètres de haut de charbon, j'en ai pour 3 ans, donc je me sens mieux, quoi. Bon, voilà, il disait ça. Bon, l'uranium, c'est un peu la même chose. C'est assez facile. Et puis l'uranium, ça fait énormément d'énergie. Alors vraiment, avec très peu, quoi. Donc c'est avantageux et je pense que on peut peut-être aller encore en chercher en France, mais vous savez, ouvrir une mine en France, après il y a des tas de gens qui sont contre. Quelle place pour la sobriété dans le panel des solutions? Vous ne trouverez pas de plus grand défenseur du vélo que moi. Hein. Et je suis enchanté de voir que toutes les villes s'y mettent et même l'extraordinaire succès du vélo électrique. C'est incroyable. J'ai travaillé donc aux Nations Unies et avec toutes les villes, si vous voulez, du monde, on discutait. Et c'est le triomphe partout du vélo à assistance électrique. Alors le vélo cargo, le vélo machin, tout ce que vous voulez, la livraison du dernier kilomètre. Enfin, c'est phénoménal le succès du vélo et c'est compréhensible. Le vélo a été inventé avant la voiture d'ailleurs. C'était quand vous regardez à l'époque. Les romans de Leblanc, tout ça, c'est incroyable. Ils partaient à vélo et ils pensaient que c'était, ça y est, l'avenir. C'était le vélo, quoi. Puis on a inventé l'auto. Mais l'auto, ça a été très bien parce que du coup, il y avait moins de crottins de cheval ensuite dans les villes. Donc, un autre problème qui a été réglé par la voiture. C'est assez drôle, quoi, l'histoire des problèmes et l'histoire des réponses à ces problèmes. Oui, la sobriété. Alors, c'est plus compliqué. Moi, je dis toujours, la pollution automobile. Qu'est-ce qui a été le meilleur agent de réduction de la pollution automobile? Est-ce que c'est le covoiturage, sobriété, ou est-ce que c'est le pot catalytique? Ah, eh ben, quand même, c'est le pot catalytique. Hein. C'est grâce au pot catalytique que la pollution des voitures thermiques a été réduite de manière considérable. Beaucoup plus que par le covoiturage, qui a décollé beaucoup plus lentement. C'est plus difficile. Le covoiturage, il y a des gens qui veulent pas le faire, quoi, tout simplement. Donc c'est plus compliqué. Mais regardez, on a arrêté de fumer dans les restaurants et tout ça. Et moi, je me souviens, parce que j'étais au gouvernement à l'époque, et on disait, mais tu vas empêcher le Français de fumer sa gauloise au resto? Jamais. Eh ben si. Voilà. Tous les Français s'y sont mis, parce qu'ils ont compris que c'était important, etc. Même chose pour la conduite automobile. Il y a encore heureusement qu'il y avait peut-être des gendarmes et des radars, mais enfin, ça y est, on conduit maintenant doucement. Enfin, donc, on peut changer les comportements. Voilà. Maintenant, je ne sais pas très bien comment faire. C'est-à-dire que la sobriété, c'est une affaire plutôt individuelle, familiale, et les maires et les élus doivent la favoriser, disons. On mange moins de viande, par exemple. Dans les cantines, on mange moins de viande, etc. Bon. Le reste, c'est surtout une affaire individuelle, en effet, donc on appelle à la conscience et au civisme, mais en revanche, ce n'est pas vrai pour l'industrie. Voilà. L'efficacité énergétique, oui, 100%, bien sûr, soyons le plus efficace possible, mais d'abord, l'efficacité climatique. Et je vous donne un exemple qui m'a toujours agacé. Quand vous dites uniquement l'efficacité énergétique, c'est la position de l'Europe, c'était la position de la France, encore maintenant dans le DPE. Eh bien, le gaz passe avant l'électricité. Pourquoi? Parce que le gaz, vous le mettez, vous avez 100% de rendement tout de suite avec de la chaleur. C'est impeccable. Tandis que l'électricité, il faut la produire. Et donc, c'est la différence maintenant dans les règlements. On dit, il faut tout compter en énergie primaire. Et donc, à chaque fois qu'on compte en énergie primaire, on ajoute à l'électricité le coût en énergie que l'on estime avoir été nécessaire pour produire cette électricité. Donc, ça veut dire que dans le DPE, si vous avez une maison bien isolée mais électrique, immédiatement, on va multiplier par 2 la consommation d'énergie et on va dire c'est vachement inefficace, vous êtes dans une passoire. Mais pas du tout, je suis pas dans une passoire. C'est juste parce qu'il y a de l'électricité et qu'on compte en énergie primaire. C'est ridicule. Donc ça, c'est une erreur majeure et on continue à la faire. C'est évident que du point de vue climatique, il vaut mieux une électricité décarbonée qu'un gaz fossile. Même si l'efficacité énergétique du gaz
peut être considérée comme supérieure à celle de l'électricité. Donc, il y a des erreurs de ce genre-là contre lesquelles moi je me bagarre, quoi. Mais à part ça, je suis d'accord avec vous. Quel est l'avenir de la rénovation énergétique des bâtiments en résidentiel et en tertiaire? La question est vaste. Vous avez commencé à l'aborder par petits bouts, entre guillemets. Les bâtiments sont sur du temps long. Hein. Enfin, on construit des bâtiments qui ont des durées de vie extrêmement importantes. Et donc, cette question de la rénovation des bâtiments, elle est centrale dans un processus de décision qui est quand même extrêmement diffus. Alors, excepté peut-être les grands bailleurs privés, publics, les grandes institutions. Et donc, je trouve que la question est extrêmement large. Enfin, quel est l'avenir? C'est essentiel. Enfin, le secteur du bâtiment, enfin, je vais le faire court. Hein, le secteur du bâtiment, oui, c'est un des gros secteurs où on a des émissions de carbone. Et donc, rénover les bâtiments, ce qui est aussi présente des avantages en matière d'économie de matériaux, etc. Enfin, il y a plein d'effets induits. C'est extrêmement essentiel pour atteindre cette neutralité carbone. Et après, c'est pas facile parce que il y a pas non plus tous les bâtiments. Il suffit de vous balader dans les villes, ils sont différents. Il n'y en a pas deux qui sont pareils. C'est relativement coûteux et je crois que on n'a pas encore complètement trouvé la martingale qui va permettre de massifier la rénovation des bâtiments et qui est pourtant indispensable pour atteindre ces objectifs 2050. Voilà, je ne sais pas quel était l'attendu exact de la question, mais enfin. Oui, non, mais en plus de ça, c'est en effet très important. Mais quand on rénove une maison, d'abord c'est pour le confort, c'est pour y être mieux. Et on en profite. Tiens, une pièce pour le petit qui va naître ou je ne sais quoi. Enfin bon, donc c'est pas uniquement l'énergie, quoi. Je veux dire, donc il faut prévoir ça un petit peu comme ça. Et puis il faut jamais oublier qu'il faut aérer. Il faut aérer les fenêtres. Il faut ouvrir les fenêtres. Donc le droit à la fenêtre, c'est un truc très important parce que on n'est pas là, on n'est pas uniquement des calories, quoi. Je veux dire, hein, quand même, il faut respirer bien, quand même, etc. Donc, si vous voulez, il y a une vision de la rénovation des bâtiments qui n'est pas assez complète. Et puis, par exemple, on ne prévoit pas l'adaptation au changement climatique. Si vous avez des vents à 300 km/h et que vous avez vos vitres qui vont se transformer en projectiles, qui vont vous couper la tête, etc. C'est pas prévu. C'est pas prévu dans la réglementation. C'est pas prévu non plus la santé. On aurait pu, je sais pas, trouver un système pour tout faire en même temps à peu près correctement. Et non, là, on est complètement obnubilé par l'isolation complète, quoi, énergétique, quoi. Mais bon, on corrige, et puis les Français eux-mêmes, ils corrigent ça tout seuls. Et donc, ce qu'il faut, c'est le toit. Hein, la chaleur, elle monte, comme chacun sait. Et je me souviens quand on faisait le tour des maisons, on dit tiens, cette maison-là, il faut l'isoler. Pourquoi? Pas parce que les pigeons se mettaient dessus en hiver pour avoir chaud. Donc c'est là qu'on voyait que la maison fuyait, quoi, les calories grimpaient. Il y a des tas de petits trucs comme ça. On voit bien ce qu'il faut faire, quoi. Je vais donner la parole à Cécile, qui est responsable du campus, voilà, qui va nous parler un peu de ce lieu. Et nous sommes ravis d'accueillir cette table ronde parce qu'elle permet au campus de répondre à un de ses objectifs qui est d'apporter de l'information pertinente et de faire aussi, de créer du lien entre les acteurs du territoire. Donc voilà, vous nous aidez à remplir nos objectifs. Merci beaucoup. C'était très intéressant de vous écouter. On a ici en fait beaucoup d'acteurs qui accompagnent les transitions, à la fois pour nos clients particuliers, les grandes entreprises et les collectivités locales. Donc c'est très important pour nous. Et pour vous donner un petit peu de contexte, ici, vous êtes au cœur d'un écosystème d'innovation qui favorise en fait l'émergence de nouvelles idées pour répondre aux transitions de demain. Et donc ici, vous pouvez rencontrer des start-upers, des étudiants, des chefs d'entreprise et des collaborateurs du groupe Crédit Agricole. Donc il y a pas moins de 14 filiales qui sont ici, des experts métiers qui sont regroupés et ça nous permet de répondre vraiment à tous les besoins de nos clients. Et on a des sujets notamment sur tout ce qui est enjeux environnementaux, sociétaux et agricoles, hein, on dit au Crédit Agricole quand même. Et donc nous, on a à cœur justement de soutenir ces transitions, d'accompagner nos clients, et à la fois sur les territoires et les clients particuliers.